Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CESS général de la première session de l'année scolaire 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais corriger les questions de 6 à 10. Donc question 6, c'est question de probabilité. On lance 3 fois de suite un dé équilibré et on forme un nombre avec les résultats obtenus. Donc on demande combien de nombres différents on peut obtenir. Eh bien c'est assez facile puisque pour le premier chiffre, nous avons 6 possibilités, pour le deuxième 6 et pour le troisième 6 également. Nous allons obtenir 6 exposant 3 possibilités, donc 216 nombres possibles. On demande ensuite quelle est la probabilité d'obtenir 124. Eh bien, tous les nombres possibles sont équiprobables et donc la probabilité sera de 1 sur 216. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre composé de 3 chiffres tous différents? Alors pour calculer ça, on considère que pour le premier chiffre, eh bien, nous avons 6 possibilités, mais qu'ensuite pour le deuxième, nous n'en avons plus que 5 puisqu'on ne peut pas reprendre le même que le premier, et pour le troisième chiffre, nous n'avons plus que 4 possibilités puisqu'on ne peut pas reprendre les deux premiers chiffres obtenus, et on obtient 120 possibilités. Donc la probabilité d'obtenir un de ces nombres-là, eh bien c'est 120 divisé par le nombre total de nombres possibles, c'est-à-dire 216. Donc 120 216e, que vous pouvez bien évidemment simplifier pour obtenir une fraction irréductible, ici 5 neuvièmes. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre composé seulement de chiffres 1 ou 2? Eh bien, nous allons faire le même raisonnement qu'ici, mais simplement, nous n'allons pas considérer 6 résultats possibles à chaque lancé, mais que 2. Et donc, on obtient 2 exposant 3, 8 possibilités, donc, et la probabilité sera de 8 sur 216. Après simplification, nous avons un 27e. On vous parle ensuite d'une entreprise de jouets qui est spécialisée dans la fabrication de robots, et ces robots peuvent soit avoir un défaut mécanique, soit un défaut électronique, soit les deux, ou bien évidemment être sans défaut, et on vous donne certaines informations ici concernant les probabilités de défaut. On vous demande de compléter le tableau, et dans ce tableau, on considère un total de 1000 objets, de 1000 pièces, de 1000 jouets, qui est donc la production journalière de cette entreprise. Alors, la première information ici, c'est que 8% des robots présentent le défaut mécanique. Donc 8% sur 1000, ça veut dire 80 robots avec le défaut mécanique. Une fois qu'on a rempli cette case-ci, on peut bien évidemment remplir celle-ci. On aura 920, puisque 80 plus 920, ça doit bien faire 1000. Ensuite, on vous dit que 5% des robots présentent le défaut électronique. Donc, ça veut dire sur 1000 robots, 50 robots avec défaut électronique et donc 950 sans défaut électronique. Et puis, on vous dit que 2% des robots présentent les deux défauts. Donc, sur la production journalière, ça veut dire 20 robots. Et c'est ce qu'on écrit dans la case ici, donc la case d'intersection du défaut mécanique et du défaut électronique. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut compléter les autres cases puisque on a chaque fois la somme de chaque ligne et la somme de chaque colonne qui est connue. Donc ici, on écrira 30, ici 60, et donc ici 890. Et avec ce tableau rempli, on va pouvoir répondre à toutes les questions possibles et imaginables qui suivent. Donc, on prélève au hasard un robot dans la production d'une journée. On vous demande quelle est la probabilité que ce robot soit sans défaut. Eh bien, les robots sans défaut, ils sont ici. On a donc 890 sur 1000, donc 89%. Quelle est la probabilité que le robot ait au moins un défaut? Eh bien, c'est tous les autres robots, donc ceux-ci sont sans défaut, donc tous les autres ont au moins un défaut, donc 110 sur 1000 ou 11 centièmes. Quelle est la probabilité que le robot n'ait qu'un seul défaut? Alors, les robots qui n'ont qu'un seul défaut, ils sont dans ces deux cases-ci. Donc ici, c'est défaut mécanique, mais pas de défaut électronique. Et ici, c'est défaut électronique, mais pas de défaut mécanique. Donc, il faut tenir compte de ces deux catégories-là. Donc, nous allons avoir 90 sur 1000, donc 9 centièmes, 9% de robots avec un seul défaut. Quelle est la probabilité que le robot ait le défaut mécanique, sachant qu'il a le défaut électronique? Donc cette fois-ci, on doit considérer que cette ligne-ci, on doit considérer que les robots avec défaut électronique. Quelle est la probabilité qu'il y ait un défaut mécanique? Eh bien c'est 20 sur le total, c'est-à-dire sur 50, 2 cinquièmes. Ensuite, on vous parle d'un terrain de camping où il y a des Français et des Belges, dont certains savent jouer à la pétanque. Et vous croisez une personne au hasard dans le camping qui sait jouer à la pétanque. On vous demande la probabilité qu'elle soit belge. Puisque vous savez que c'est une personne qui sait jouer à la pétanque, vous ne devez pas considérer la population entière du camping, mais que la population qui sait jouer à la pétanque. Alors nous allons nous demander quelle proportion de la population du camping est belge et sait jouer à la pétanque. Donc nous avions 38%
de Belges, dont 40% savent jouer à la pétanque. Donc nous avons 38 fois 40 sur 10 000, qui est la proportion de Belges sachant jouer à la pétanque dans le camping. Et je me pose la même question pour les Français. Donc nous avions 62% de Français, mais là les Français c'est grands champions de pétanque. Il y en a 70% qui savent jouer à la pétanque, donc 62 fois 70 sur 10 000. C'est la proportion de la population du camping qui est française et qui sait jouer à la pétanque. Donc parmi ces gens-là, c'est-à-dire parmi la somme de ces deux proportions-là, on demande quelle est la probabilité d'avoir une personne belge. Donc vous devez prendre le 38 x 40 et diviser par 38 x 40 puis 62 x 70. Ça vous donne, si vous faites quelques petites simplifications, ça vous donne 76 sur 293. Bien évidemment, je suis sûre que si vous répondez à cette question avec un nombre décimal en ayant fait ce calcul à la calculatrice, vous obtiendrez également les points pour cette question. On passe ensuite aux questions des lois de probabilité. On vous parle d'un médicament qui guérit 90% des personnes qui le prennent et on vous demande quelle est la probabilité que sur les 7 personnes qui prennent le médicament, exactement 5 soient guéries. Alors ici, vous devez reconnaître la loi binomiale. Alors pourquoi? Quels sont les indices qui vous indiquent qu'il s'agit d'une loi binomiale? Premièrement, on vous parle d'une expérience aléatoire dont l'issue peut être soit un succès, soit un échec. L'expérience aléatoire, c'est je donne un médicament à une personne et soit elle guérit, soit elle ne guérit pas. Et de plus, on va faire un certain nombre de fois des épreuves identiques et indépendantes, c'est-à-dire qu'on va donner le médicament à 7 personnes différentes. Et bien évidemment, la guérison de l'une ne dépend pas de la guérison de l'autre. Et donc, on a bien des épreuves indépendantes. Donc ça, ce sont les deux aspects pour pouvoir identifier la variable binomiale. Et donc, nous avons une variable binomiale où le petit n vaut 7, puisqu'on a donc n épreuves, 7 épreuves identiques, et dont le petit p, donc la probabilité de réussite, est de 9 dixièmes. Dans le formulaire fourni avec les questions d'examen, vous trouvez la formule de la probabilité pour une loi binomiale. Donc la probabilité que la variable soit égale à une certaine valeur k, elle est donnée par cette formule-ci, en ayant bien évidemment ou également la formule de CKN qui est donnée ici. Et donc il suffit simplement d'appliquer cette formule avec les données que vous avez ici. N vaut 7, P vaut 9 dixièmes et K, eh bien c'est 5 puisqu'on vous montre la probabilité que X soit égal à 5. Donc vous remplissez toutes les valeurs dans la formule et vous calculez à l'aide de votre calculatrice et vous obtenez 0,124. Deuxième question sur les lois de probabilité, on vous parle d'une entreprise industrielle qui fabrique des poutres de même dimension, blablabla, blablabla, et on vous dit que la variable x suit une loi normale de moyenne 50 kg et d'écart type 0,26. Donc vous avez une variable normale avec une certaine valeur moyenne et un écart type. Vous allez tout d'abord créer une variable normale centrée et réduite de la manière suivante. Vous allez soustraire à x la valeur moyenne et vous allez diviser par l'écart type. Cette variable z suit alors une loi normale, centrée et réduite pour laquelle bien, vous avez des tables à votre disposition à la fin du questionnaire. Lorsqu'on vous demande de calculer la probabilité que x soit supérieur à 50,2, c'est ici la question, eh bien, c'est la même chose que la probabilité que z soit supérieur à 50,2 moins 50 sur 0,26, c'est-à-dire que vous allez appliquer à cette valeur-ci la même transformation que vous avez appliquée à la loi normale, c'est-à-dire une probabilité que z soit plus grand que 0,769. Alors, le truc avec la variable normale centrée réduite, c'est que les tables sont données pour la probabilité que z soit plus petite qu'une certaine valeur. Donc, si on vous demande que z soit plus grande qu'une certaine valeur, il suffit de faire 1 moins la probabilité que z soit plus petit que 0,769. Et cette probabilité-là, nous allons la trouver dans les tables de la loi normale, dont je vous ai ici mis un petit extrait, l'extrait qui nous intéresse, puisqu'on veut la valeur 0,769, donc je vais arrondir 0,77, j'ai ici 0,7 et je dois aller jusqu'à la colonne qui comporte donc le 7 à la deuxième décimale. Et donc la valeur qui m'intéresse, c'est ici 0,7794. Je vais soustraire cette valeur à 1 et j'obtiens la probabilité demandée. Toujours dans les lois de probabilité, on vous donne cette fois-ci une loi de probabilité un peu quelconque. On vous donne 5 valeurs possibles pour x et on vous donne 4 probabilités donc pour les 4 premières valeurs. On vous demande de calculer
La cinquième, eh bien c'est simple, la somme de ces 5 probabilités doit faire 1. Donc il suffit de faire 1 moins les 4 valeurs qui sont ici, on obtient 0,3. Donc c'est la probabilité qui doit s'écrire ici dans le tableau. On vous demande de calculer l'espérance mathématique de x et dans votre formulaire, vous avez la formule. Donc il suffit de l'appliquer tout simplement. Vous allez multiplier chaque valeur de x par sa probabilité et additionner les 5 termes. Ça vous donne une espérance mathématique de 1,15. Et puis on vous demande de calculer l'écart type. Pour calculer l'écart type, eh bien vous avez également les formules qui sont données dans le formulaire. Vous devez d'abord calculer la variance avec cette formule-ci et ensuite prendre la racine carrée. Donc pour la variance, vous allez prendre chaque valeur de x au carré, la multiplier par sa probabilité, additionner le tout et ensuite soustraire le carré de l'espérance mathématique. Donc ça va donner ceci. Donc le x au carré 4 fois 0,1 qui est là. Puis le x au carré 1 fois 0,2 qui est là, et comme ça 5 fois pour les 5 valeurs, et puis vous allez soustraire l'espérance mathématique au carré que vous venez de calculer. Petite calculatrice, ça vous donne 3,1275, et vous prenez ensuite la racine carrée pour donner l'écart type. Alors on passe aux intégrales. Tout d'abord deux questions de primitives. Pour calculer la première primitive, vous allez en fait effectuer cette division de polynômes pour obtenir donc ceci. Et alors chaque terme peut être intégré séparément. Vous pouvez calculer la primitive de chaque terme séparément. Et les primitives ici sont relativement immédiates. Vous avez donc 2x plus 3 fois ln de x. Ne pas oublier la constante d'intégration ici plus c. La deuxième primitive, elle est un petit peu plus subtile. Ce qu'il faut voir ici, c'est que la parenthèse que vous avez là, 2x moins 2, eh bien c'est presque la dérivée de cette parenthèse-ci. En fait, presque. Pourquoi? Parce qu'il manque un facteur 2. Donc normalement, la dérivée de ceci, c'est 4x moins 4. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est multiplier cette parenthèse-là par 2 pour voir apparaître 4x moins 4, et bien évidemment, si vous multipliez par 2, vous devez diviser par 2 également pour conserver votre signe égal. Donc vous obtenez un facteur 1,5 ici qui est en constante multiplicative. Et dans cette intégrale, vous voyez donc une fonction au carré dont vous avez la dérivée en facteur. Et donc la primitive sera tout simplement cette fonction-ci au cube divisé par 3, que vous pouvez donc réécrire en faisant 1/6 en multipliant le demi ici par le tiers. Ensuite, on vous demande de calculer cette fois-ci une intégrale définie avec des valeurs de bornes, mais l'intégrale est toute simple, c'est simplement l'intégrale de sinus x dx. Donc la primitive, c'est moins cosinus x, que vous devez calculer entre 3 et 1, et vous obtenez donc moins cosinus de 3 plus cosinus de 1. Donc ça, c'était tout simple. Dernière question d'intégrale, on vous demande de représenter graphiquement l'aire qui est indiquée ici et de la calculer. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez dessiner cette fonction-ci. Alors, dessiner cette fonction-ci, c'est une fonction du premier degré. Il s'agit simplement d'une droite. Donc, une droite dont l'ordonnée à l'origine est 3 et dont la pente vaut moins 1/4. Donc, vous voyez, vous avez 4 carrés à droite et vous descendez de 1 pour obtenir la bonne pente de droite. On vous demande l'intégrale entre x égale 1 et x égale 3. Donc, vous devez tracer la droite verticale x égale 1, x égale 3. Et donc, assurer l'aire qui est demandée ici. Donc, c'est l'aire comprise entre la droite et l'axe des x. Pour calculer ça, eh bien, vous pouvez donc scinder votre intégrale en deux termes. Et les deux intégrales sont relativement immédiates également. La première vous donne une primitive de 3x que vous allez calculer entre 1 et 3. Et la deuxième vous donne un x carré demi, bien sûr avec le facteur multiplicatif moins 1/4 devant, que vous allez également calculer entre 1 et 3. Et ça vous donne une R de 5. Alors puisque vous avez fait le graphique, personne ne vous empêche évidemment de vérifier si cette réponse est plausible par rapport à votre aire. Et vous voyez bien qu'ici, vous avez 4 petits carrés entiers pour l'aire. Et ce petit morceau-là, vous pouvez venir le mettre là et vous obtenez bien votre 5e carré. Donc, cette réponse-là est tout à fait correcte. On passe aux fonctions exponentielles et logarithmiques. On vous donne une fonction ici qu'on vous demande de dériver. Alors la dérivée est très simple. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc on obtient f' de x est égal à e exposant x moins 1. On vous demande de dresser le tableau de signes de cette fonction dérivée. Donc vous devez d'abord trouver les racines. Cette dérivée sera égale à 0 lorsque e exposant x est égal à 1, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0. Donc nous avons ici le point critique donc, de la dérivée, donc la racine de la dérivée.
Pour trouver le signe, à vous d'imaginer son allure. Alors vous avez bien en tête l'allure d'une exponentielle. Imaginez que cette exponentielle, vous lui faites subir une translation verticale vers le bas de 1 unité. Eh bien vous vous rendez compte tout de suite qu'à gauche du 0, vous aurez des valeurs négatives et à droite des valeurs positives. Ensuite, on vous demande de dresser le tableau de variation. Alors, dans un tableau de variation, moi, je trouve qu'il faut toujours la dérivée seconde, même si ici, c'est pas très clair pour moi si le correcteur attend cette dérivée seconde ou pas. Quoi qu'il en soit, comme elle est extrêmement facile à calculer et à étudier le signe, eh bien, ça vaut la peine de le faire. F seconde de x, c'est simplement e exposant x, et une exponentielle est toujours strictement positive, donc le signe de votre dérivée seconde, c'est toujours plus. Une fois que vous avez ça, vous pouvez donc faire un tableau de variation où vous reprenez le signe de votre dérivée première et le signe de votre dérivée seconde, et vous pouvez conclure pour l'allure de la fonction très facilement, puisqu'ici vous avez une fonction qui sera décroissante avec une concavité vers le bas, donc cette allure-ci, et ici une fonction croissante avec une concavité, excusez-moi j'ai dit vers le bas, mais c'est vers le haut la concavité, excusez-moi, donc une concavité vers le haut, donc cette allure-ci, ce qui indique la présence d'un minimum lorsque x est égal à 0, minimum dont vous pouvez calculer l'ordonnée en retournant vers votre fonction ici et en remplaçant x par 0. E exposant 0, ça fait 1, moins 0, ça fait 1, et donc la position du minimum, l'ordonnée du minimum sera de 1. On passe enfin à la géométrie analytique de l'espace. On vous demande l'équation cartésienne d'un plan passant par un point donné et de vecteurs normal donné. Alors pour ça, il suffit de se rappeler que l'équation cartésienne d'un plan est donnée par ceci et que le vecteur normal du plan, en fait, les coordonnées de ce vecteur sont simplement les coefficients A, B, C qui sont ici. Donc si on vous donne ce vecteur normal, eh bien vous avez déjà 3/4 de votre équation. Donc le plan recherché aura pour équation 5x moins 2y plus 6z, plus encore un d égale à 0. Et pour trouver ce d, vous allez utiliser l'information que le plan passe par ce point. Donc, si ce point A appartient au plan, ça veut dire que les coordonnées de ce point doivent vérifier l'équation. Donc, vous pouvez remplacer x, y, z dans cette équation par les valeurs moins 1, moins 4 et 1. Ça vous donne une petite équation où il n'y a plus qu'une seule inconnue, c'est d. Et vous pouvez calculer cette valeur de d, on obtient moins 9. Et donc l'équation du plan est tout simplement donnée par ceci. Dernière question de géométrie analytique, on vous donne deux droites et on vous donne les équations paramétriques de ces droites et on vous demande de déterminer leur position relative, donc dire si elles sont séquentes, si elles sont strictement parallèles ou confondues ou si elles sont gauches. Et bien évidemment, ça doit être justifié par calcul. Alors, première chose à faire, c'est de déterminer les vecteurs directeurs de ces droites. Et les vecteurs directeurs, vous les trouvez ici devant, ce sont les coefficients en fait du paramètre. Donc, la première droite a comme vecteur directeur 2, moins 6 et 3. Et la deuxième droite a comme vecteur directeur 4, moins 12 et moins 5. Alors, on peut vérifier si ces vecteurs sont parallèles en faisant le rapport à chaque fois de ces valeurs-là et en vérifiant l'égalité. Alors 2 sur 4, c'est bien égal à moins 6 sur moins 12, mais malheureusement, ce n'est pas égal à 3 sur moins 5. Donc ça veut dire que ces droites ne sont pas parallèles. Donc bien évidemment, ni strictement parallèles, ni confondues d'ailleurs. On doit alors ensuite faire la distinction entre des droites gauches ou des droites séquentes. Donc pour faire ça, je vais simplement rechercher une intersection des deux droites. Si j'en trouve une, c'est qu'elles sont séquentes. Si je ne trouve pas d'intersection, eh bien c'est que les droites sont gauches. Pour faire l'intersection, je vais créer un système d'équations où je vais reprendre l'équation de la droite D et les équations paramétriques de la droite D et les équations paramétriques de la droite D'. Mais bien évidemment, je dois changer le paramètre. Je ne peux pas utiliser la même lettre pour les deux. J'obtiens à ce moment-là un système de 6 équations où en fait il y a 5 inconnus. Donc, fort probablement, j'ai une équation de trop et mon système sera impossible, ou bien j'ai une des équations qui est en fait une combinaison linéaire de toutes les autres et je trouve quand même une solution et à ce moment-là, mes droites seront séquentes. Alors, pour aller un peu plus loin, je vais donc conserver les 3 premières équations telles quelles et je vais substituer x, y, z dans les 3 suivantes par les valeurs par leur expression des 3 premières équations. De cette manière-là, j'obtiens ici 3 équations où il n'y a plus que 2 seuls inconnus, c'est les 2 paramètres t et u. Et je vais essayer de résoudre ce système de 3 équations. Alors, de la première équation, je peux isoler le t, je peux donc exprimer t en fonction de u.
Et je vais remplacer t dans les deux autres. Alors, dans la deuxième équation, lorsque je remplace t, eh bien, regardez, j'obtiens une identité. Donc, j'obtiens quelque chose qui est toujours vrai, peu importe la valeur de u. J'obtiens moins 1, moins 12u égale moins 1, moins 12u. Donc ça, c'est une indication que fort probablement, je vais réussir à trouver une intersection, puisque cette deuxième équation dans mon cadre bleu, n'est en fait rien d'autre que la première est une équation équivalente à la première, donc n'apporte pas une nouvelle information. Je remplace t dans la dernière équation ici, et ici, je vais donc obtenir une équation où je n'ai plus que u, et je vais pouvoir trouver le u et le t. J'obtiens donc u est égal à moins 1 onzième et t égal à 9 onzième. Avec ces deux valeurs-là de t et de u, eh bien, je vais pouvoir calculer x, y, z, et donc je vais trouver une intersection à mes deux droites. Alors, il n'est pas demandé de calculer le point d'intersection, donc je ne vais pas aller plus loin dans mes calculs, mais le fait d'avoir trouvé ici t et u me permet de conclure que mes deux droites sont séquentes. Si vous n'êtes pas sûr de vous et qu'il vous reste du temps, vous pouvez bien évidemment, à l'aide de ces deux valeurs-là, calculer x, y, z pour la première droite et la valeur de t qui est égale à 9 onzième, et calculer x, y, z pour la deuxième droite avec ici, donc c'est pas t mais c'est u, avec la valeur de u qui est moins 1 onzième, et vérifier que vous obtenez bien le même x, y, z dans les deux cas, et si vous le faites, vous allez vous rendre compte que c'est le cas, et ça c'est les coordonnées du point d'intersection. Donc voilà, ceci conclut la correction de cet examen. J'espère que ça vous aide dans votre travail de préparation. Je vous retrouve avec plaisir dans une vidéo suivante où je vais corriger donc un autre examen. Et je vous souhaite bon courage dans votre travail et bonne chance à l'examen.